Il y a dans tous les systèmes politiques des figures qui dérangent plus que d'autres. Non pas forcément parce qu'elles sont les plus puissantes, ni même les plus populaires à un instant donné, mais parce qu'elles incarnent quelque chose de plus profond, quelque chose de plus dangereux pour l'équilibre du pouvoir. Une possibilité, une alternative, une projection. Et au Cameroun, cette figure porte un nom, Maurice Kamto, un homme dont la trajectoire politique dépasse largement sa personne. Un homme qui cristallise à lui seul une tension fondamentale entre continuité et rupture, entre système établi et aspiration au changement. Et c'est précisément pour cela que, malgré le temps qui passe, malgré les obstacles, malgré les limites visibles de l'opposition, il continue d'occuper une place centrale dans l'imaginaire politique camerounais, une place qui dépasse celle d'un simple opposant classique. Car pour comprendre pourquoi il reste perçu comme l'ennemi numéro 1 du pouvoir, il faut sortir de la lecture superficielle des rapports de force et entrer dans une analyse plus fine, plus stratégique, plus psychologique du fonctionnement du régime et de ses perceptions. Parce qu'en politique, l'ennemi principal n'est pas toujours celui qui menace immédiatement, mais celui qui peut, à terme, bouleverser les règles du jeu. Et dans ce cadre précis, Maurice Kamto incarne une singularité que peu d'acteurs politiques peuvent revendiquer. Une combinaison rare de légitimité institutionnelle passée, de crédibilité intellectuelle, de capacité de mobilisation et surtout de narration politique cohérente. Car avant d'être un opposant, il a été une figure du système, un universitaire reconnu, un juriste respecté, un acteur clé dans certaines négociations internationales. Et cette trajectoire lui donne une crédibilité particulière, une crédibilité qui le distingue des opposants perçus comme purement protestataires. Parce qu'il ne parle pas seulement en tant que contestataire, il parle aussi en tant qu'ancien initié, en tant que quelqu'un qui connaît les mécanismes internes du pouvoir, ses logiques, ses failles, ses stratégies. Et cette connaissance interne est en soi un élément perturbateur, parce qu'elle réduit l'asymétrie d'information qui existe généralement entre le pouvoir et ses adversaires. Elle permet de construire un discours plus précis, plus ciblé, plus difficile à neutraliser. Et c'est là une première clé pour comprendre la perception qu'en a le régime. Mais ce n'est pas suffisant, car d'autres opposants ont également émergé, sans susciter le même niveau de tension. La différence réside aussi dans la capacité à transformer une candidature politique en un symbole, en un point de ralliement, en une figure autour de laquelle se cristallise une attente collective. Et c'est précisément ce qui s'est produit à partir de l'élection présidentielle de 2018, un moment charnière qui a redéfini les équilibres de l'opposition. Un moment où Maurice Kamto a réussi à capter une partie significative de l'attention nationale et internationale, non pas simplement en participant au processus électoral, mais en construisant une narration post-électorale qui a profondément marqué les esprits. Une narration fondée sur la contestation des résultats, sur la revendication d'une victoire alternative, sur la dénonciation des mécanismes institutionnels. Et cette séquence a eu un impact durable, parce qu'elle a modifié la perception du rapport de force. Elle a introduit une idée nouvelle dans une partie de l'opinion, l'idée que le pouvoir pouvait être contesté de manière structurée, argumentée, assumée. Et même si cette contestation n'a pas abouti à un changement immédiat, elle a laissé une trace, une empreinte, une référence. Et en politique, les références comptent. Elles structurent les imaginaires, elles influencent les comportements futurs, elles alimentent les stratégies. Et c'est précisément cette capacité à produire un moment politique marquant qui distingue Maurice Kamto dans le paysage camerounais. Mais au-delà de cet épisode, il y a aussi la manière dont il a construit son positionnement. Un positionnement qui combine à la fois une posture institutionnelle et une posture de rupture. Une double posture qui peut sembler contradictoire, mais qui en réalité est stratégiquement efficace, parce qu'elle lui permet de parler à plusieurs publics, à la fois à ceux qui cherchent un changement radical et à ceux qui redoutent une instabilité excessive. Et cette capacité à occuper un espace intermédiaire est particulièrement problématique pour le pouvoir, parce qu'elle rend plus difficile la stratégie classique de disqualification. Il est plus compliqué de présenter comme extrémiste un acteur qui s'exprime dans un langage juridique, institutionnel, argumenté. Et il est plus compliqué de le marginaliser lorsqu'il bénéficie d'une reconnaissance internationale et d'un réseau structuré. Et c'est là un autre élément clé, la dimension organisationnelle. Car contrairement à certaines figures politiques qui reposent principalement sur leur charisme personnel, Maurice Kamto s'appuie sur un appareil politique relativement structuré, le MRC, un parti qui, malgré ses limites, a réussi à s'implanter dans plusieurs régions,
à mobiliser une base militante active, notamment dans les grandes villes et au sein de la diaspora. Et cette structuration, même si elle n'est pas suffisante pour renverser le pouvoir à elle seule, constitue une menace potentielle à moyen terme, parce qu'elle crée une capacité de mobilisation, une capacité de diffusion du discours, une capacité de résistance. Et c'est précisément ce type de capacité que les régimes cherchent à contenir en priorité, non pas forcément parce qu'elle est immédiatement dangereuse, mais parce qu'elle peut le devenir dans certaines conditions. Et c'est là que l'on touche à un point essentiel, la notion de menace potentielle. Car le pouvoir ne résonne pas uniquement en fonction des rapports de forces actuels, il résonne aussi en fonction des scénarios possibles, des évolutions envisageables, des risques latents. Et dans cette logique, Maurice Kamto représente un risque spécifique, celui de devenir un point de convergence, un candidat de consensus, une figure capable de fédérer au-delà de son camp initial. Et même si cette hypothèse reste incertaine, elle suffit à justifier une attention particulière de la part du régime, parce qu'en politique, il vaut mieux neutraliser un risque avant qu'il ne devienne une réalité. Et cette logique préventive explique en partie pourquoi certaines figures sont plus ciblées que d'autres. Mais il y a aussi une dimension plus subtile, plus symbolique, qui tient à la perception du leadership. Car dans un système où le pouvoir est fortement personnalisé, toute figure capable d'incarner une alternative crédible devient automatiquement un rival central, non seulement sur le plan électoral, mais sur le plan symbolique, sur le plan de l'image, sur le plan de la projection. Et dans ce domaine, Maurice Kamto a réussi à s'imposer comme l'un des rares acteurs capables de se positionner face à Paul Biya dans l'imaginaire politique. Et cette rivalité symbolique est en soi un facteur de tension, parce qu'elle structure le débat public, elle polarise les opinions, elle crée des camps, elle simplifie la lecture politique en opposant deux figures, deux visions, deux trajectoires. Et cette polarisation, même si elle peut sembler bénéfique pour l'opposition, comporte aussi des risques, notamment le risque de rigidifier les positions, de limiter les marges de manœuvre, de rendre plus difficile la construction d'alliances larges. Mais du point de vue du pouvoir, elle présente surtout un inconvénient majeur, celui de donner une visibilité constante à un adversaire, de le maintenir au centre du jeu, de renforcer sa stature. Et c'est là tout le paradoxe, car en cherchant à contenir une figure, on peut parfois contribuer à la renforcer, à la légitimer, à la rendre incontournable. Et c'est précisément ce qui s'est produit dans une certaine mesure, car malgré les obstacles, malgré les restrictions, malgré les moments de tension, Maurice Kamto continue d'exister politiquement, de s'exprimer, de mobiliser et surtout de représenter une alternative identifiable. Et dans un système où l'alternative est souvent fragmentée, dispersée, peu lisible, cette simple capacité à exister de manière cohérente est déjà en soi une forme de pouvoir, un pouvoir symbolique, un pouvoir narratif, un pouvoir de projection. Et c'est précisément ce type de pouvoir qu'inquiètent le plus les régimes établis, parce qu'il ne peut pas être facilement neutralisé par des moyens classiques. Il ne dépend pas uniquement des institutions, il se nourrit des perceptions, des attentes, des frustrations, des espoirs. Et tant que ces éléments existent, la figure qui les incarne conserve une forme de pertinence, même en l'absence de victoire immédiate. Et c'est là que l'on comprend que la question de savoir pourquoi Maurice Kamto reste l'ennemi numéro 1 du pouvoir ne se résume pas à une question de force brute, mais à une question de potentiel, de symbole, de trajectoire, de capacité à incarner un futur différent. Et dans un contexte où la question de la succession, de la transition, de l'évolution du système devient de plus en plus centrale, toute figure capable de s'inscrire dans ce futur devient automatiquement stratégique, qu'elle soit prête ou non, qu'elle soit majoritaire ou non. Et c'est précisément cette dimension qui rend la situation complexe, parce qu'elle dépasse les logiques immédiates pour s'inscrire dans une temporalité plus longue, une temporalité où les perceptions évoluent, où les alliances se recomposent, où les équilibres peuvent basculer plus rapidement qu'on ne le pense. Et c'est pourquoi, au-delà des analyses ponctuelles, il faut observer les dynamiques profondes, les tendances, les signaux faibles. Et dans ces dynamiques, Maurice Kamto occupe une place particulière, une place qui n'est pas figée, qui peut évoluer, qui peut se renforcer ou s'affaiblir, mais qui pour l'instant reste centrale dans la manière dont le pouvoir perçoit ses adversaires. Et tant que cette perception perdure, tant que cette figure continue d'incarner une alternative crédible, même potentielle, elle restera au cœur du jeu politique, non pas comme un opposant parmi d'autres, mais comme un point de référence, un repère, une variable stratégique que le pouvoir ne peut pas se permettre d'ignorer. Et c'est précisément cela, au fond, qui définit un ennemi politique majeur. Non pas celui qui fait le plus de bruit, mais celui qui, par sa seule existence, oblige le système à s'adapter,
à se défendre, à se repositionner. Et dans cette logique, la place de Maurice Kamto dans le paysage camerounais dépasse largement la conjoncture. Elle s'inscrit dans une dynamique plus profonde, celle d'un système confronté à ses propres limites et à la possibilité, même incertaine, d'un autre avenir.